Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode. Salut tout le monde. On espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve aujourd'hui pour un épisode de la semaine et avec Julien, on va vous parler de notre parcours. On avait déjà fait un épisode qui ressemblait il y a quelques temps, à l'époque. Je crois que le titre c'est 34 lots en 5 ans, un truc comme ça. Et puis il y a quelques temps, c'était il y a 2 ans. Ouais, voilà. Au moins, peut-être même 2 ans et demi, je pense. Entre-temps, on a acheté 15 lots supplémentaires et on a pris de l'âge, donc ça permet de refaire un épisode où on vous réexplique un petit peu comment on est arrivé là, tout simplement. Tout à fait, surtout qu'en fait, c'est le type de sujet qu'on aborde finalement quasi à chaque fois qu'on est invité quelque part. Et forcément, on le raconte avec les questions de l'intervieweur, tu vois, d'autres hôtes, exactement. Donc là, l'idée, c'est un peu de raconter notre histoire, de là où on est parti, comment on en est arrivé là aujourd'hui. Alors forcément, peut-être que si vous écoutez ce podcast depuis le tout début, et je sais qu'il y a pas mal d'auditeurs dont c'est le cas, et encore une fois, merci à vous de votre fidélité depuis toutes ces années. Globalement, il y a des choses dont vous aurez déjà entendu forcément, mais vous inquiétez pas parce qu'on a pensé à vous. On a préparé 3 anecdotes qu'on n'a jamais racontées, ni sur Instagram, ni sur le podcast, ni sur YouTube. Ça fait partie un peu des anecdotes qu'on a tues. Tout simplement, ouais. Et en même temps, quand on vous les racontera, on vous expliquera pourquoi on n'en avait jamais parlé jusqu'à présent, pourquoi on a décidé aussi d'en parler maintenant. Du coup, restez bien jusqu'à la fin et vous aurez vraiment des bonnes anecdotes ultra spicy et je pense que vous ne regretterez pas d'avoir entendu parce que il y en a 2-3 où asseyez-vous, êtes choqués. Ouais, exactement. Juste avant de démarrer, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, et vous êtes un paquet à pas l'avoir fait parce que on a plus de 1000 abonnés sur Spotify, plus de 1000 abonnés sur Apple Podcast, et nous avons même pas 200 notes 5 étoiles. Sur Spotify et sur Apple Podcast, c'est encore pire. Je sais même pas si on en a 40 ou 50, un truc comme ça. Donc, je sais qu'on en parle en début de chaque épisode. Du coup, des fois, je me dis, il y en a peut-être qui sautent l'intro ou qui se disent, ah ouais, génial, je le ferai tout à l'heure. Et puis finalement, ils oublient, ils procrastinent. Après, je peux pas vous donner de leçons là-dessus parce que même nous, avec Marie, on se fait la réflexion que même quand, par exemple, on va au restaurant, le serveur, il est super cool. Il nous dit, ah, ça serait génial si vous me laissiez un avis Google en partant. On dit, ouais. Et franchement, une fois sur deux, on oublie. Donc, on sait que c'est pas évident et que c'est juste chiant de toujours mettre des notes, toujours mettre des avis, mais en vrai c'est super important pour nous et c'est vrai que là en plus on est dans une période du podcast où vraiment vous ne rendez pas compte à quel point le podcast grossit à une vitesse beaucoup plus importante que les notes 5 étoiles, c'est-à-dire que là globalement je pense on fait 20% d'écoute en plus par rapport à genre 2 mois et on a le même nombre de notes 5 étoiles. Donc en fait, on a gagné plus d'abonnés en 2 mois que on a de nos notes 5 étoiles depuis le début. Donc on demande pas souvent de l'aide ou on vous demande pas souvent des services, mais c'est vrai que c'est une manière de nous soutenir, de nous mettre des notes 5 genre étoiles. si vous aimez ce podcast, si vous l'écoutez chaque semaine, vraiment prenez 5 minutes. En plus, il y a même pas besoin de mettre de commentaires. Je crois que sur Apple Podcast, il me semble que quand tu mets un 5 étoiles, t'as besoin de mettre un commentaire, mais vous mettez juste je sais pas moi, très bon podcast ou je m'en fous, vous n'avez pas besoin forcément de faire un truc hyper compliqué, vous le rédigez par Claude si jamais vous avez besoin. Mais je sais, sur Spotify, on peut juste mettre la note 5 étoiles, pas besoin de commentaires, ça prend vraiment 3 secondes et demie et ça nous aide énormément parce que encore une fois, autant maintenant sur YouTube, globalement vous allez sur la chaîne, ça se voit, on a 250 abonnés, on a tant de vues, vous regardez les stats des shorts, vous regardez les stats des vidéos YouTube, etc. C'est des choses qui sont publiques et que du coup quand on veut avoir des invités, quand on veut faire des feats avec un autre influenceur, naturellement sur YouTube ils ont toute la data, mais sur le podcast les gens peuvent pas avoir la data parce qu'il y a trop de plateformes, parce que les plateformes ne communiquent pas. Même nous sur notre propre podcast, c'est compliqué de savoir exactement combien vous êtes à nous écouter, combien de temps vous écoutez les épisodes. Je vais voir en général les stats par plateforme, mais je peux pas les regrouper. Et pour avoir parlé avec beaucoup de gens qui utilisaient Ocha, qui utilisaient d'autres d'autres plateformes qui soi-disant regroupent toutes les infos, et pour parler avec d'autres gens qui ont des podcasts depuis très longtemps, c'est très perfectible, il n'y a pas de solution miracle et globalement la seule manière que des podcasts ont de se comparer entre eux, et moi personnellement c'est un peu ma manière quand je fais du scouting un peu des autres podcasts, etc., qui peuvent avoir les mêmes sujets de nous, de voir à peu près est-ce qu'ils sont plus grands, plus petits. Je regarde le nombre de notes et c'est vrai que globalement notre nombre de notes, je pense qu'aujourd'hui il reflète plus du tout combien vous êtes à nous écouter. Donc si jamais vous écoutez cet épisode et que vous l'avez pas encore fait, s'il vous plaît faites-le, vraiment ça prend 3 secondes et demie.
Pour ceux qui n'ont rien prévu cet été et qui souhaitent investir dans l'immobilier, n'hésitez pas, on prend toujours des personnes en accompagnement. Julien vous met le lien du calendrier, vous pouvez prendre un rendez-vous avec lui directement pour parler de votre projet, etc. L'été est un très bon créneau pour au moins chercher un bien, etc. Parce qu'en fait, le trois quarts des gens est en vacances. Donc, Tout à fait, parce que hier j'étais au restaurant avec une amie, je sais même pas si elle écoute ce podcast, qui m'a posé la question, qui m'a dit ouais, j'hésite à investir dans l'immobilier. Est-ce que tu penses que l'été c'est un bon moment pour se lancer? Bah oui, en fait, c'est vraiment un très bon moment pour démarrer. En soi, il n'y a pas de meilleure période dans l'année pour lancer vos investissements IMO, mais c'est évident que si globalement vous avez pour objectif d'être propriétaire de votre bien avant la fin d'année, globalement, il faut que vous ayez commencé les recherches avant mi-août, on va dire. Sinon, ça veut dire que vous signerez forcément l'acquisition sur 2027 en comptant le temps de la signature du compromis, le dossier bancaire, etc. Et sachant qu'en plus, l'été, vous avez moins de concurrence, tout le monde est à la plage, y compris les autres investisseurs IMO, les gens sont en vacances. Alors des fois, les agents IMO, ils peuvent être moins dispo, mais justement, en fait, ils sont moins dispo pour les autres. Enfin, s'ils sont moins dispo pour vous, pardon, c'est-à-dire qu'ils sont aussi moins dispo pour les autres. C'est un excellent moment pour faire des affaires. Parce qu'il faut bien voir que quand vous allez lancer une négociation en juillet ou en août, c'est rare que vous ayez de la concurrence, en fait. Donc c'est juste un super bon moment pour se lancer, sachant que dans toutes les activités professionnelles, sauf si vous êtes saisonnier, vous avez en général plus de temps l'été parce qu'il y a moins de clients, parce qu'il y a moins de travail, parce que vous avez vos congés. Donc en fait, si vous voulez démarrer l'investissement IMO cette année, le faire pendant l'été, c'est vraiment une excellente période. Et puis on va pas se mentir, même s'il peut faire chaud, allez faire une visite IMO quand il fait chaud, quand le soleil est haut, quand le soleil se couche tard, c'est quand même plus sympa que nous. On avait fait des visites en hiver où on se pelait les miches parce qu'il y avait du vent. Il faisait à Montpellier dans le sud, il faisait 5 degrés. En plus, des fois, on allait en fin de journée après notre travail, il faisait nuit. Franchement, des fois, on avait la giga flemme. Alors que pour le coup, je pense que les visites l'été, c'est un peu plus cool. Donc, en tout cas, voilà, si jamais vous êtes intéressé de démarrer l'investissement immobilier et que vous sentez que vous avez besoin d'être accompagné pour aller plus vite, n'hésitez pas à réserver un appel avec moi. Vous avez le Zcal qui est dans la description de l'épisode. Et dernier point avant qu'on lance l'épisode, si jamais pour ceux qui cherchent des assurances pour vos biens IMO, nous on a un partenaire qui s'appelle Kenny. On avait reçu Mourad d'ailleurs sur le podcast, voilà aussi il y a 2 ans je pense au moins. Et Kenny, qu'est-ce que c'est? C'est un courtier en assurance exprès pour les investisseurs IMO. Donc il fera jamais tout ce qui est voiture, etc. Mais pour tout ce qui est immobilier, ils sont très concurrentiels, donc n'hésitez pas à faire un devis auprès d'eux. Et si jamais ça vous intéresse, on a un code promo que Julien vous met, je crois que c'est QLBD10. C'est QLBD10 précisément. Exactement. Le L a disparu, mais c'est pas grave, on va regarder comme ça. Et nous on l'utilise tout le temps. Enfin dès qu'on doit changer d'assurance, c'est simple. Avant on était tout le temps chez Allianz, et maintenant dès qu'on peut passer chez Kenny, on passe chez Kenny parce qu'au niveau des tarifs ils sont vraiment intéressants et on est bien couvert. Donc n'hésitez pas pour ceux qui en ont besoin. Sachant que voilà, ça permet souvent de faire des devis assez facilement pour comparer finalement ce que vous payez aujourd'hui sur votre PNO, sur votre ADE. Donc la PNO c'est l'assurance propriétaire non occupant que vous avez quand vous êtes propriétaire. L'ADE c'est l'assurance des prêts que vous avez à votre banque qui souvent est chère, où là vous pouvez faire souvent des très grosses économies. Vous avez aussi la garantie loyer impayé. En plus, il y a des très bonnes conditions chez Kenny, c'est-à-dire qu'ils vérifient les dossiers des locataires pour vous dire s'ils sont éligibles. Et une fois qu'ils vous l'ont écrit, c'est certain que vous serez assuré pour ce locataire. Ils n'ont pas de franchise non plus, donc vous êtes couvert depuis le premier euro. Donc voilà, ils sont assez compétitifs là-dessus. Ça soutient un petit peu le podcast. On va être transparent avec vous. J'ai dit concurrentiel, alors effectivement, c'est compétitif le mot. Oui, c'est concurrentiel, ça se dit aussi. Donc voilà, une petite manière de soutenir le podcast. Je vous rassure, on fait pas des centaines de milliers d'euros par mois avec ça. Non, mais bon, après, c'est un bon plan. Voilà, c'est ça. C'est surtout un bon plan pour vous et ça nous aide un tout petit peu. Démarrons du coup le cœur du sujet parce qu'on a fait une intro qui est gigantesque. On a quasi 9 minutes d'intro. Ça n'arrive jamais. C'est que des fois j'ai des commentaires en mode l'introduction est beaucoup trop longue. Excuse-moi de parler sur mon propre podcast. En fait, si tu veux, c'est quoi? Il faut que je te rende des comptes. Tu veux savoir exactement combien de temps tu veux chronométrer, combien de temps j'ai le droit de m'exprimer. C'est surtout qu'en plus il y a les temps qui sont dans les descriptions. En tout cas, Spotify ils le font où t'as les parties d'épisodes qui sont minutées. Donc exactement. Et si jamais du coup vous avez skip l'introduction, l'élément le plus important à retenir, c'est mettez-nous 5 étoiles. Voilà. Exactement. On va peut-être démarrer un peu sur comment toute cette histoire a démarré. Il y a maintenant 2018, ça fait combien de temps? Ça fait 8 ans quasiment. Ouais, exactement. Ça fait 8 ans qu'on est dans l'immobilier. Globalement, pourquoi on voulait faire cet épisode? C'était
pas pour l'idée de faire un épisode de plus sur l'IMO, c'était vraiment de vous faire un peu ce que nous on aurait voulu écouter quand on a commencé, c'est-à-dire voilà un épisode un peu à court ouvert, surtout centré sur pourquoi on a pris ces décisions-là, dans quel état d'esprit on y était, parce que je me rends compte que c'est un peu notre manière en tout cas d'essayer de vous aider dans ce podcast. On parle beaucoup de stratégie, on parle beaucoup de technique, on parle beaucoup de chiffres. Ça c'est vraiment énormément de choses qu'on aborde. L'angle un petit peu émotionnel, ce qu'il faut dans les tripes, les choix à faire, comment tu décides de te bouger, c'est vrai qu'on n'en parle pas énormément. Et du coup on a décidé de vous faire un peu un épisode de concrètement comment ça s'est passé, comment on a vécu l'IMO en 8 ans depuis qu'on a pris la décision de démarrer, d'acheter le premier bien, jusque là où on en est aujourd'hui. Et encore une fois, pour ceux qui nous connaissent depuis longtemps, la sensation de déjà connaître le parcours, je vous ai prévenu, asseyez-vous parce qu'il va y avoir 3 anecdotes de fou. Du coup, tout ça, ça démarre en 2018 avec Julien, mais nous, on n'était pas tout à fait ensemble quand t'achètes ton premier bien. C'est un des rares biens que t'as tout seul avec un membre de ta famille. C'est ça. T'étais encore étudiant parce qu'on s'est mis ensemble, on était en Master 1. C'est ça. Franchement, pour reprendre un peu l'histoire depuis le début, j'en avais parlé dans une newsletter il y a quelques semaines. Globalement, moi, je viens d'une famille qui de profession libérale. Alors, si vous avez lu Robert Kiyosaki, Les cadrans du cash flow, ils sont dans la classe D, c'est-à-dire T, pardon, donc travailleurs autonomes. Et le souci, c'est qu'ils en ont toujours un peu souffert, c'est-à-dire que j'ai toujours deux parents qui travaillaient beaucoup, qui étaient donc, on a le truc des professions libérales, donc peut-être pour tous ceux qui ont un jour travaillé en banque, vous comprendrez, ou même qui ont été en comptabilité, en plus ou moins dans le conseil, vous comprendrez ce que je veux dire, c'est que c'est des gens qui sont dans un cadre social où ils sont toujours obligés de montrer qu'ils gagnent de l'argent, et du coup ils vivent toujours un petit peu au-dessus de leurs moyens. Du coup malgré que j'avais des parents qui gagnaient plutôt bien leur vie, ils avaient toujours l'impression d'être cric-crac, et c'est vrai que c'est une sensation qui pesait depuis le plus petit dont je me souvienne, c'est-à-dire j'ai toujours eu l'impression que mes parents manquaient de thunes en fait, et que globalement on avait un style de vie sympa, mais j'avais toujours l'impression que à tout moment on finissait à la rue, tu vois. Et c'est vrai que c'est con, mais quand t'es gosse, ça peut vite te faire alors j'aime pas le mot trauma, tu vois, mais je sais pas, c'est de la contraire, enfin des soucis quoi. Ouais, c'est ça, et surtout ça t'ancre un truc dans la tête en mode toi quand tu seras grand tu manqueras jamais d'argent, tu vois. Ouais. Et c'est vrai que globalement c'était une idée qui m'était restée, sachant que moi, qu'est-ce que je me suis dit? Je me suis dit, le jour où t'es majeur, où t'as ton permis, tu travailles, tu fais de l'oseille tout de suite. Et le problème, c'est que mes parents voulaient que je fasse des études, donc ça n'a pas été évident parce que moi, honnêtement, si je m'étais écouté sorti de lycée, c'était go gendarmerie et probablement que j'aurais tenté. Je t'aurais très bien vu gendarme. Voilà. Chaque fois, je vais dire à Julien, je sais pas pourquoi t'as pas fait ça parce que ça. Si jamais vous avez regardé parce que quand vous écouterez ce podcast, vous allez regarder les petites stories que j'ai mis vendredi. J'étais faire du ball trap, j'ai eu le 12 à l'épaule et franchement, je me dis, je pourrais faire ça tous les jours, tu vois. Donc voilà, donc si je m'étais écouté, j'aurais fait ça, j'aurais fait 0 études. Difficile de dire si ma vie aurait été mieux ou moins bien, peu importe, les choix ont été faits, c'est que je suis parti en études de droit. J'étais pas mauvais pour ça, j'ai toujours eu un peu des facilités en mémoire, etc. Puis je sais pas, le droit, ça m'a toujours paru un petit peu naturel, j'ai toujours aimé un peu toute cette matière, c'est la politique, l'économie, le juridique, le social, etc. Donc globalement, c'était plutôt facile et du coup, forcément, on commence à se rêver avocat. Alors du coup, des fois, tu réfléchis, tu dis, est-ce que je vais pas faire avocat d'affaires, avocat fiscaliste, ou est-ce que je ferais pas magistrat, etc. Que des jobs où finalement, c'est vrai que quand tu les fais, tu gagnes pas mal de thunes. Et au final, plus les études avancent, plus j'ai quand même ce truc de, au final, la vie d'étudiant, je trouve, quand tu sors, t'as jamais d'oseille, t'es à 10 balles près, t'es toujours en train de te dire, est-ce que, entre guillemets, moi j'avais un petit taf étudiant, donc je travaillais une dizaine d'heures par semaine à Intermarché pour essayer d'avoir un petit revenu. Je travaillais un peu plus l'été, mais c'est fatigant, j'avoue que c'est un peu chiant, tes potes partent en vacances, t'aimerais bien faire des vacances de fou, aller voyager dans le monde, mais en fait t'as pas de thunes pour le faire, tu vois. Ouais. Ou alors tu pars vraiment en sac à dos, etc. Mais bon, c'était pas j'avais envie de vraiment vivre et pendant mes études j'étais vraiment limité et je me suis dit en fait il faut vraiment que je trouve un moyen de faire de l'oseille avant la fin des études. Et du coup c'est un peu l'époque 2017-2018, c'est là où l'indépendance financière, le grand thème, commence à apparaître sur les réseaux sociaux. Alors très petit, c'est vraiment la niche de la niche. Je serais même pas capable de savoir comment je pense que si j'ai en vrai j'ai bonne mémoire. Globalement, je suivais un mec qui fait des conneries sur Snapchat. Je me souviens même pas je me souviens même pas de son blaze, mais il avait dû faire une pub pour un gars qui faisait du pari sportif. J'avais suivi le gars du pari sportif. Je m'étais dit je vais devenir riche avec le pari sportif. Tu vois, t'as 19 ans, t'es un peu con, tu vois. Forcément, ça a pas marché. Et ce mec-là avait fait une collab avec un gars qui faisait du trading. Et là,
là, pour le coup, je me suis dit, bah ouais, paris sportif, c'est de l'arnaque, mais le trading, ça, c'est quelque chose qui fonctionne, tu vois. Donc, je vais faire du trading, je vais devenir trader en compte propre. Je vais mettre mes premiers 1000 balles et je vais devenir millionnaire en un an, tu vois. C'était vraiment le plan. Globalement, ça s'est pas bien passé. J'ai mis en plus plus ou moins l'oseille que j'avais mis de côté pendant mes études, c'est-à-dire environ 10 000 balles. J'ai tout mis dans le trading et je les ai perdus en une journée. Alors, pas le jour même, hein, le trading, j'ai fait ça pendant quasiment un an et je me souviendrai toujours de cette journée où je me suis assis le soir et où globalement j'étais un peu, j'ai eu, je pense, pour la seule fois de ma vie, la sensation du chef d'entreprise fauché, tu sais. C'est-à-dire tu t'assois sur ton canapé et en fait tu dis bon ben je vais vendre le canapé. Et globalement, bon, forcément, ça apprend l'humilité, je pense. Ça apprend aussi à perdre de l'argent et accepter que voilà, quand t'es investisseur, tu peux pas gagner à tous les coups. Ce qui est une qualité que je parle souvent, mais que j'ai mis énormément d'années à avoir parce que personne n'aime de l'oseille, personne n'aime perdre de l'oseille, pardon, c'est très désagréable. Et globalement, j'ai découvert l'immobilier à peu près à ce moment-là. Donc en termes de calendrier, on est fin 2017 et c'est le moment où je commence à bouffer du contenu sur YouTube de comment marche l'investissement immobilier. On est 6 mois avant de se rencontrer tous les deux. Toi, tu veux dire un petit peu de là d'où tu viens? Alors, d'où je viens, mon Dieu. Non, bah en fait, moi, je viens d'une famille de militaires. Mes deux parents n'ont pas fait d'études. Je le mentionne parce que c'est important un peu dans la conception que j'avais de l'argent et du travail. J'ai des parents qui se sont émancipés très tôt, donc à 18 ans, ils ont tous les deux pris leur baluchon et ils sont partis à l'armée. Et bah du coup, je viens d'une famille où on est 4 enfants, donc on était 6 à la maison. Forcément, c'est un peu le cliché des militaires en plus. Et bah on vit dans une ambiance où aussi l'argent reste quand même un souci, même si mes parents, donc mon père part souvent en OPEC, etc. Ils gagnent leur vie, mais j'ai toujours l'impression aussi qu'on n'est pas large. Bah déjà, il y a 4 enfants à nourrir. On a une maison qui est tout le temps en travaux, c'est-à-dire qu'on n'a jamais, même quand on a déménagé ensuite, on n'a jamais fini cette maison. Et je sens quand même que c'est un sujet au niveau de mes parents qui, du coup, pensent que faire des études et des longues études, c'est très important parce que c'est un ascenseur social. Dans leur tête, c'est ça. Et du coup, j'ai grandi un peu avec l'idée qu'il fallait absolument faire des très grosses études pour avoir un très très bon poste, donc salarié bien évidemment, et très très bien gagner sa vie du coup par la carrière. Du coup, c'est des personnes qui ont toujours énormément travaillé, je trouve. En tout cas, enfin, je pense que je partage un peu mon point de vue. C'est même plus que de raison, c'est-à-dire qu'ils ont toujours été, bah, du coup, au début militaires. Après, ils ont tous les deux quitté l'armée, etc. Et c'est des gens qui se sont toujours ultra investis dans leur job au point de, bah, en fait, on n'a jamais vécu. C'est-à-dire, on ne partait pas en vacances. Enfin, si, ils m'emmenaient chez mes grands-parents, quoi, mais on n'a jamais trop, voilà, on n'a jamais trop vécu. Et du coup, effectivement, quand bah, j'ai choisi mes études, je me suis dit, il me faut un métier, vas-y, ascenseur social, etc. À la base, je voulais faire sage-femme. Mon père m'a dit, c'est pas assez prestigieux, faut que tu choisisses autre chose. Et sauce sage-femme. Et il m'a dit, non, faut que tu trouves un truc qui gagne mieux, c'est où tu gagneras mieux ta vie. J'étais, ah bon, d'accord. Du coup, j'ai choisi un peu comptabilité par raison. Quelle idée. Quelle idée, franchement, parce que maintenant, en fait, avec le recul, je pense que c'est un métier avant où tu gagnais très très bien ta vie quand t'étais expert comptable. Alors la vérité, c'est que là, bon, t'es soumis aux mêmes règles économiques que tout le monde. Moi, je trouve que c'est des métiers qui sont pas rentables, mais bon, soit. Et du coup, je me lance un peu dans ces études-là qui me plaisent pas spécialement, mais d'un autre côté, je me dis, bah vas-y, il faudrait que j'ai vraiment un bon job, etc. Et vraiment, j'ai zéro culture financière. C'est-à-dire que quand on se rencontre avec Julien, j'ai 20 balles sur mon compte courant. J'ai un loyer qui est beaucoup trop cher pour les sous que j'ai. Et j'étais un peu aussi dans le même délire que de mes parents à mon âge. C'est que je voulais pas leur demander d'argent. Donc du coup, je vivais avec 900 balles par mois. Et bah c'était clairement pas assez. Et du coup, bah, c'est à ce moment-là qu'on se rencontre. Tout à fait. Là, nous, on se rencontre du coup à l'été 2018 pour refaire rapidement la chronologie des 6 mois juste avant, qui ont été le début de l'investissement immobilier. Je visite mon premier bien immobilier en janvier 2018.
un peu en coup de chance, c'est-à-dire c'est premier bien qu'on visite, premier bien qu'on achète. Parce que du coup, comme tu le disais en introduction tout à l'heure, moi étant étudiant, ayant bien compris, ben voilà, une fois que j'ai bouffé 50-60 heures de contenu sur l'immobilier, j'ai bien compris que pour emprunter, fallait être finançable et que pour être finançable, fallait un CDI que je n'ai pas parce que je suis étudiant. Enfin, j'ai un petit, en fait, Tu sais que c'est en fou parce réalité, qu'en plus, à cette époque-là, moi, c'était des sujets, ça me traversait même pas l'esprit, tu vois. Genre vraiment, moi, j'étais en mode one touch. C'était d'abord avoir 8 ans d'études, tu vois. J'étais là, on verra plus tard ah non, pour mais moi emprunter. j'étais là en mode ma condition d'étudiant, c'est plus possible, le monde n'avance pas assez vite pour moi, tu vois. Et globalement, ce qui est marrant, c'est que si en réalité j'avais un CDI de 470 euros par mois Intermarché, comme j'avais dit tout à l'heure, mais bon, pas assez pour acheter un appart quoi qu'il arrive. J'hésite à faire un prêt étudiant parce qu'à l'époque il y avait un peu la strate de tu faisais un Ouais, prêt un taux étudiant, zéro, là. tu pouvais avoir des prêts étudiants quasiment à taux zéro de 50 000 balles, juste bah forcément t'empruntais pas sur 20 ans, t'empruntais sur 8 ans, donc une fois que t'avais passé le différé, tu te retrouvais avec un 50 000 balles à rembourser avec des échéances du coup qui étaient assez grosses, donc j'hésite à faire ça. Ou alors autre option, j'en parle à ma daronne qui est un peu chaude de démarrer l'investissement immobilier et du coup on décide de créer une SCI ensemble. D'ailleurs j'ai matriculé ma première SCI à l'époque, donc je pense que j'ai jamais trop aimé les cours de droit des sociétés à la fac, mais je pense que ça a été le mois où j'ai été le plus assidu au cours, c'était celui où je devais créer la SCI. J'étais là ok le cabis, nanana, nanana, j'étais en train vraiment de le faire moi-même. Donc au final si un étudiant de 20 ans en fac en licence de droit a réussi à le faire, c'est que c'est pas si difficile de créer une SCI. Effectivement, on a beaucoup d'investisseurs aujourd'hui qui le font eux-mêmes. Du coup, on crée la SCI, on met quand même un peu de temps à avoir le prêt. Hein. On a beau dire que tu sais, les gens ils disent toujours c'était plus facile avant. Franchement, en 2018, le banquier met bien 6 mois à nous faire le dossier de prêt. Hein. Donc, tu vois, j'en parle souvent que la banque elle met du temps. Elle mettait déjà du temps en 2018 alors qu'il n'y avait pas de HCSF, qu'il n'y avait pas de contraintes et que les taux ils étaient à moins de 1% quoi. Globalement, on emprunte du coup pour ce premier appartement. Il y a quand même un apport un peu conséquent qui est fait. Mhm. Je sais même plus pourquoi. Je pense qu'encore une fois, c'est manque de formation à l'époque. Ma mère avait un peu de cash. Elle dit bon ben voilà, je fais un apport un peu plus gros. L'appart, on l'achète 53 000 euros, frais Mhm. d'agence inclus. Et globalement, on fait un prêt de 45 000 euros. Ouais. Donc bon, ça veut dire que les frais de notaire, tout le reste, tout ça, c'est de l'apport. Et on fait un prêt sur 8 ans. Encore une fois, me demandez pas pourquoi. Ça me sidère maintenant. En fait, c'est le banquier qui avait proposé. Il avait dit, bah, en fait, par Oui, rapport t'as fait à... un pré-pro, en fait. Non, Non, il a même même pas. pas fait un prêt pro. C'est juste qu'en fait, il a fait un prêt immobilier classique. Donc, on avait un taux à 0,58 aussi. Et globalement, il dit, mais en fait, par rapport au loyer, si on vous le fait sur 6 ans, le loyer, il couvre Ah la oui. mensualité. Et moi, j'étais là, oui, mais bon, il y a quand même la taxe foncière, les charges de copro, il y a 2-3 charges. Faut qu'on ait un peu de marge. Et du coup, le banquier dit, bon, bah, ok, au lieu de faire 6 ans, on fera 8 ans. Et du coup, c'est comme ça qu'on se retrouve avec un prêt sur 8 ans. Globalement, le loyer est de hors charge, il doit être à 570 euros, un truc comme ça. On a une mensualité à 490 et à peu près 100 euros de taxes foncières par mois. Avec les charges de copro et tout, c'était un bien qui était en cash flow légèrement négatif. Après, c'était quand même un bien qui était très intéressant parce que du coup, on l'avait acheté 53 000 et le loyer était à 570 hors charge. Et puis c'est Et surtout qu'il a pris 50 000 euros de de plus-value, quoi. plus-value en 7-8 ans, effectivement, parce que Donc, c'est on n'est pas trop mal sorti. Ouais. exactement. C'est le bien qu'on a revendu en fin d'année dernière, donc on a fait une très belle plus-value parce qu'on l'a revendu 105 000. On avait fait quelques travaux dedans, mais allez, les travaux on doit être à 15-20 000 euros. Et juste le seul défaut de cet appartement, c'est que c'est sur celui-là qu'on a eu le fameux arrêté d'insalubrité. Donc on a énormément parlé. Si vous écoutez un petit peu les podcasts actu de la semaine en 2025, donc c'était un peu les premiers podcasts actu qu'on faisait. Je pense qu'on a plus que beaucoup parlé de cette histoire-là. Donc ça, c'est le premier appartement que je fais juste avant de te rencontrer, parce qu'en soi, je signe en juillet et nous, on se rencontre fin août. Ouais, c'est ça. Fin août, du coup, on se rencontre. C'est le coup de foudre. Non, en Il vrai, pleuvait pas, je hein? suis arrivé en retard. Oui, tu arrivé en retard. Non, bah, c'est vrai qu'on se rencontre et je sais pas, enfin, ça a tout de suite été très, très évident et très, très sérieux. Et je sais pas, je dirais que vers octobre, tu me commences à me parler de gagner un peu sa vie autrement que par le travail, en gros. Donc là, moi, j'ai mon cerveau, il est là. Attends, il est en train de dire qu'il faut gagner de l'argent, mais pas en allant au travail tous les jours. Et tu me passes un livre qui s'appelle, bah, du coup, qui est super connu, qui s'appelle Père riche, Père pauvre. Il m'a dit, tu pourras le feuilleter et tout. Bah, au final, je l'ai gobé, le truc. Et d'un coup, j'ai compris ce que tu voulais dire. Alors, dans les grandes masses, hein. Si vous le lisez, d'ailleurs,
C'est surtout la logique qu'il faut retenir derrière. Vous pourrez jamais faire comme Robert Kiyosaki a Oui, fait. parce que pour rappel, le gars qui écrit le bouquin, il a investi en immobilier aux États-Unis dans les fins des années 80, début des années 90. Donc bon, le marché n'a strictement rien à voir. Ils ont des systèmes d'hypothèques rechargeables. Donc en fait, si vous lisez le livre et que vous faites, je vais faire la même chose, si vous êtes en France, ça ne fonctionnera pas. Mais la logique d'acheter un actif qui rapporte de l'argent, donc c'est ça vraiment le fil conducteur du bouquin. Ça, pour le coup, ça marche n'importe où dans le monde. C'est ça. Et du coup, le gros principe du livre, c'est qu'en gros, il faut que tu aies un actif qui te rapporte du coup C'est ça, c'est la distinction de globalement on est dans un monde de consommation, dans un monde capitaliste où on consomme et globalement vous pouvez classer tous les biens, donc vraiment chaque objet que vous avez dans votre vie, vous pouvez le classer entre actif et passif. Donc ça me coûte, ça me rapporte, c'est bien, c'est un bilan comptable au final. Oui, exactement. C'est ça me coûte, ça me rapporte. Et globalement, on est dans une société où par exemple nos parents n'achetaient que des passifs, les voitures, la résidence principale, des objets de consommation divers. Moi les miens, ils étaient très endettés au niveau des travaux de la maison, qui, je rappelle, n'ont jamais été finis du coup. Mais je te jure que jusqu'à ce qu'on déménage dans le sud, on avait encore des crédits conso pour payer les travaux d'âge. C'est ça. Et au final, c'est que quand vous regardez concrètement comment fonctionne le monde aujourd'hui, vous avez les producteurs et les consommateurs. C'est-à-dire que vous avez un petit peu ce que on va les appeler les rouges, ce que les rouges appellent les capitalistes. Les capitalistes en soi, dans le monde d'aujourd'hui, c'est les producteurs, c'est ceux qui détiennent les actifs, c'est ceux qui font des services et des biens de consommation que le reste de la population va absorber. Et en général, le reste de la population, souvent pour absorber, payer les biens de consommation aux gens qui détiennent les actifs, ils vont travailler pour eux en tant que salariés. Globalement, c'est très schématique, mais le monde d'aujourd'hui fonctionne comme ça. Vous pouvez ne pas être d'accord, trouver que ça ne fonctionne pas et que c'est pas cool. En fait, c'est comme ça. Tu vois, c'est comme si vous disiez que la gravité sur Terre est trop importante et que ça serait génial si on pouvait sauter à 5 mètres de haut. Oui, moi j'aimerais bien que la gravité soit moins haute. Je serais peut-être encore plus fort à la salle, tu vois. Mais voilà, c'est comme ça. On le changera pas. Il faut juste l'accepter. Il faut jouer avec les règles du jeu dans lequel vous êtes. D'ailleurs, je rebondis sur un petit truc tout à l'heure, mais t'as même pas dit que j'avais même pas été un red flag ambulant et que que justement je n'avais pas été un red flag ambulant et que je n'avais pas parlé d'argent tout de suite. J'avais attendu un mois et demi pour t'en parler. Ah oui. Parce que ça aussi, petit conseil, ne parlez pas d'argent au premier date, vous allez passer pour quelqu'un de bizarre. Exactement. Même de manière générale, on peut adorer l'investissement, etc. Ayez d'autres sujets, intéressez-vous à beaucoup de choses. Je pense que, tu vois, ça c'est le truc classique, c'est que c'est pas parce que on parle d'immobilier tout le temps sur ce podcast, sur YouTube, sur Instagram, que je n'ai que même avec Marie, on a que ce sujet-là à la bouche. D'ailleurs, je pense que nous deux, en dehors de nos affaires qui nous concernent, c'est rare qu'on ait vraiment c'est normal. Nous deux, on a fait et on est très contents de parler de sujets parfois plus intéressants un petit peu à notre histoire. Donc je t'explique tout ça et tu te dis putain en fait ah ouais, je suis frappée par les cieux. Vous voyez l'image de vraiment le soleil qui traverse les nuages. J'étais là, c'est complètement logique, faisons ça. Mais première étape, c'était qu'il fallait avoir de l'argent de côté. Et moi, tu sais que je me posais même pas la question de être finançable ou pas. Je voyais juste que j'avais 20 pesos sur mon compte courant et qu'il fallait du coup que je mette beaucoup d'argent de côté. C'est ce que j'ai commencé à faire en attendant du coup que mon alternance se termine pour qu'on puisse emprunter une fois qu'on avait les CDI. Donc on a vécu comme des vrais étudiants. Pour le coup, c'est vrai qu'on sortait vraiment pas beaucoup, on faisait pas de resto, etc. Mais en vrai, c'était une époque qui était quand même plutôt cool. Enfin, en tout cas, moi, j'en garde un bon souvenir. Tout à fait. Notre plus grosse source d'argent perdu à cette époque, c'est qu'on a mis 6 mois à emménager ensemble. J'avais proposé qu'on emménage plus tôt. Je me suis dit, en fait, à cette époque, on vivait quasiment que chez moi. Oui. Marie avait toujours son appart qui coûtait 500 balles par mois. Et j'étais en mode, en vrai. Pour 900 € de revenus, je tiens à le rappeler. C'est ça. Donc, j'étais là en mode, en fait, autant qu'on vive que l'un chez l'autre et que ça sert à rien qu'on paye de loyer, tu vois. Ouais. Et Marie a mis beaucoup de temps à passer le cap. Il est vrai. L'excuse, donc, si vous fonctionnez un peu, si vous avez un peu des notions de closing, l'objection externe qu'elle m'a apportée, c'était ma mère a repeint les murs de l'appartement. Et je veux pas la vexer de donner mon préavis trop vite. Et c'est vrai qu'elle l'a dit en plus quand on a donné le préavis, elle a dit « Oh, je vais repeindre les murs de l'appartement ». Ma mère avait passé plusieurs jours à m'aider à repeindre un appart qui était au et du coup, j'allais pas partir au bout de 4 mois, tu vois. C'est ça. Toi, il a fallu traiter l'objection externe des murs peints par maman. Exactement. Et voilà, et à partir de là, du coup, on continue tous les deux. Tu rentres en alternance à partir du Master 2. Ouais, tout à fait. Toi, t'étais déjà en alternance au Master 1. Ouais, en Master 1, du coup, on met de l'argent de côté
Et je pense que tu refinances un truc hein, avec. Ouais, je refais des opérations. Donc bon, la SCI avec ma mère fonctionne. Alors, on a le premier bien, du coup, on lance le deuxième. Le deuxième bien, c'est une des plus belles négos qu'on ait fait parce que pour le coup, c'est un autre appartement qu'on achète soit 53 000 ou 54 000. Par contre, cet appartement-là, en soi, il était vraiment nickel de chez nickel. C'est-à-dire que c'est un appartement sans travaux qu'on a loué tout de suite 580 hors charge. Ouais. Donc là encore, un peu de 12% de renta. On est à Montpellier. Bon, on est en 2019, donc bon, c'est moins cher qu'aujourd'hui, mais quand même, ça reste des très beaux chiffres. Et pour le coup, c'est un peu un des appartements où j'avais vraiment eu les peurs des débutants, parce qu'au final, sur le premier appart, étant donné qu'il était déjà loué quand on l'a acheté, on n'avait pas trop la peur que ça se loue pas. On était là en mode, bon ben voilà, on va devenir propriétaire et on va toucher le loyer, tu vois. Là, sur le deuxième appartement, la problématique qu'on a eue, c'est que là, il fallait le mettre en location et que nous n'étions pas dans la crise immobilière aussi forte que la France traverse en mi-2026. Là, à l'époque, du coup, c'était début 2019. J'ai mis l'appart à la location au mois de fin février parce qu'on le signe début février. Ouais. En plus, on fait tous les travaux. Enfin, je dis qu'il y avait pas beaucoup de travaux, mais il y avait un rafraîchissement. Il y avait vraiment surtout des peintures à faire. Plus, j'avais posé un sol. Plus, on l'avait meublé pour faire du LMNP. Enfin, c'était en société, mais bon, on voulait faire du meublé parce que ça s'y prêtait plus sur Montpellier. Et c'est vrai qu'on a la peur de se dire ah ben mince. Ça se loue pas. En gros, il faut que ça se loue vite, quoi. Donc, en fait, je prends mes vacances à l'époque pour faire tous les travaux. Sachant que, pareil, hein, je le dis toujours, mais ça fait partie des fois qu'on essaie pendant que tous mes potes étaient partis en vacances, au ski, avaient profité. Moi, du coup, j'avais passé 6 jours sur 7 sur mes vacances à rénover cet appart. Sachant que j'y connaissais absolument rien en travaux et que je pense qu'en vrai, ce qu'il y avait à faire, je pense qu'aujourd'hui, on le fera en une journée et demie. Mais à l'époque, on avait mis plus d'une semaine parce qu'on était bien évidemment beaucoup moins efficace qu'aujourd'hui sur les travaux. Aussi, ouais. Et quand je le mets du coup à la location, rien. Pendant 2 semaines, 3 semaines, rien. Pas une visite, sauf un mec qui voulait tout péter dans l'appart pour l'aménager complètement différemment. Je me suis dit, lui, le Red Flag ambulant, on va pas le prendre, tu vois. Du coup, ouais, c'était un peu compliqué. Finalement, au début mars, ça se débloque. C'est là aussi que je comprends la saisonnalité dans la location. C'est le premier truc, on se fait un peu surprendre. C'est ça. Et c'est con, mais en fait, à l'époque, ça pour le coup, c'est des choses qui n'existent pas sur Internet. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez plein de gens qui vous parlent de la saisonnalité des locations. Nous, on a parlé plein de fois. Ça, à l'époque, pour le coup, je n'avais jamais entendu quelqu'un dire oui, les locataires déménagent pas tout le temps. Et maintenant que tu le sais, c'est logique, parce que les gens déménagent en été quand il fait chaud, pas en hiver quand il fait -5, tu vois. Mais quand tu fais ton premier investissement locatif, tu te dis putain, on est fin février, je ne comprends pas pourquoi j'ai pas de demande sur le bon coin. Est-ce que je suis trop cher? J'ai baissé le loyer. Je me dis mais je comprends pas. J'ai fait tous mes calculs, tout est bon, etc. Donc en fait, ils étaient comme nous en train de passer des partiels. Ouais, c'est ça, exactement. Donc finalement, je trouve le premier locataire. En plus, ça pour le coup, c'est un appart où ça s'est toujours bien passé. On a toujours eu des étudiants, on n'a jamais eu de mauvaise surprise. Faut savoir qu'on avait beaucoup de chance sur cet appartement parce qu'on l'a reloué le jour du confinement en 2020. Ouais. C'est-à-dire que globalement, si les locataires avec qui on faisait l'état des lieux ne le prenaient pas, on se mangeait tout le premier confinement de perte de loyer. Et on a eu de la chance, c'est que les locataires sont rentrés dans l'appart le jour du confinement. Et bon, après, ils étaient contents, l'appart était cool, ils ont passé un bon confinement, si on peut passer un bon confinement dans un appart, mais voilà. En tout cas, ça faisait partie un peu toujours ce que je dis, c'est qu'on a autant de chance que de malchance, et nous, dans l'investissement IMO, ça, par exemple, c'est un des moments où on avait eu beaucoup de chance, on avait vraiment fait l'état des lieux, je me souviens, parce que, tu sais, le locataire, on se touchait pas trop, c'était vraiment le moment où le Covid, tu savais pas trop si c'était, ouais, fallait faire attention. Ouais, où ça allait transformer le monde en apocalypse zombie, ou si c'était finalement juste un rhume, tu vois. Ouais. Du coup, voilà, c'était très particulier. Et on achète aussi dans cette même SCI un autre premier immeuble de rapport de 3 appartements où là il y a un peu la première anecdote qu'on n'a jamais racontée parce que je me souviens, on s'était posé la question une fois de la raconter celle-là quand on avait fait vous vous souvenez il y a quelques mois voire années on faisait des épisodes genre les 5 pires anecdotes avec les locataires. Ouais. Et on s'était posé la question de raconter celle-là, j'avais choisi de pas le faire parce que je la trouvais ghetto et en même temps je m'étais dit franchement ça fait pas de la pub à l'investissement IMO. Toi t'étais pas là en plus ce jour-là. Non, j'étais pas là. Ouais. Du coup comme c'était un bien que j'avais acheté en SCI avec ma mère, c'était un immeuble de 3 appartements. Il y avait un appartement qui était vide au rez-de-chaussée qu'on devait mettre en location après un petit rafraîchissement, un appart
au premier étage, qui est le fameux appartement où on a eu un mort quelques années après, qui avait le syndrome de Diogène. Décidément, vraiment, cet appart, il avait un truc, hein. Et le troisième appartement, du coup, celui qui était au deuxième étage, qui était honnêtement un appartement très sympa, avec un balcon très lumineux, juste les pièces étaient aménagées un peu bizarrement, mais bon, c'était un peu, voilà, c'était comme ça. En fait, il était normalement loué à une dame qui avait toujours été à jour de son loyer et en fait qui a donné son préavis juste avant la signature de l'acte authentique. Et là, on avait fait une erreur à l'époque, c'est qu'on s'était dit c'est pas grave, l'état des lieux de sortie, on va le faire avec la dame alors qu'on aurait dû laisser la vendeuse le faire. Moi, ça c'est vraiment un conseil que je vous donne, c'est que si vous avez une concomitance entre une signature d'acte authentique et un départ de locataire, laissez l'état des lieux faire par l'ancien propriétaire. Dès lors, vous prenez un risque, si l'appartement est ravagé, entre guillemets, vous avez déjà signé la vente, vous êtes foutu. Et en plus, ça évite la problématique qu'on a eue, c'est-à-dire qu'en fait, c'est un appartement meublé et que quand on arrive dans l'appartement est vide. Ouais, en fait, elle s'est pétée avec les meubles. Elle s'est pétée avec les meubles. Qu'on a acheté, du coup. Qu'on avait acheté, ça faisait partie du prix qu'on avait payé pour l'immeuble. Et le truc, c'est que du coup, forcément, avec la locataire, on n'est pas d'accord. On dit, c'est pas normal. En fait, vous avez déménagé tous les meubles. En fait, ce qu'elle avait fait, c'est qu'elle l'avait loué meublé et cette locataire-là est restée plusieurs années et en fait a remplacé les meubles au fur et à mesure par les siens. Donc, quand elle a voulu partir avec ses meubles. Mais en soi, elle aurait dû remettre les meubles qui étaient là initialement. À l'état des lieux, sachant que pour le coup, on avait un vrai état des lieux avec plein de meubles qui n'étaient pas dans l'appartement. Du coup, naturellement, on dit à la locataire, c'est pas normal. En fait, quand vous allez nous rendre les clés, va falloir remeubler et ou sinon on gardera la caution. Et en fait, c'est la caution qui a été le sujet parce que c'était une dame qui voulait absolument récupérer sa caution. Et nous, on était là, non, je suis désolé, en fait. Il y a un état des lieux avec les meubles. Il y a un état des lieux, il n'y a plus les meubles. Déjà, c'est mort, c'est sûr que la caution va pas la rendre. Et en fait, cette dame-là, c'était une dame d'un certain âge. C'était une dame qui devait avoir fin de cinquantaine. Je l'avais jamais vu. Qui n'était pas spécialement agressif ni rien. Et en fait, elle était en couple avec un homme qui était un véritable poivreau que je n'avais pas vu. En fait, ce qui sont passés, c'est qu'ils sont venus tous les deux à l'immeuble pour faire l'état des lieux. Moi, du coup, j'étais avec ma mère dans l'appartement. Cette dame monte. Au début, on discute et le ton monte parce que forcément, on n'est pas d'accord sur le fait qu'il y a plus de meubles dans l'appartement. Et en fait, ce gars-là que je n'avais pas vu apparaît d'un coup dans l'appartement pendant que moi je suis en train de regarder un truc dans une autre pièce. Et en fait, ce gars-là a complètement pété les plombs et en fait agressé ma mère. C'est-à-dire qu'il l'a attrapée, l'a plaquée contre le mur. Et en fait, moi j'ai même pas eu le temps de réagir parce qu'en fait j'étais dans la pièce d'à côté. Donc forcément, j'entends que ça crie. Du coup, je re-rentre dans la pièce principale et naturellement, quand vous voyez votre mère en train de se faire agresser, qu'est-ce que vous faites? J'ai pris le bonhomme, je l'ai secoué très fort et je pense que je vais avoir dit un truc du style si dans 3 secondes t'es pas dehors, je te jette par la fenêtre. Je pense un truc comme ça. Je crois qu'on était au 2e étage. Enfin bon, je l'ai menacé verbalement très violemment voilà, qu'on retrouve pas son corps si vous voulez. Après c'est un peu normal, qui ne ferait pas ça quand on agresse ta daronne devant. Et du coup ils sont partis avec les clés en plus, donc on était censé être pour l'état des lieux, ils sont repartis avec les clés, ce qui a été une galère pour nous parce que du coup heureusement on avait un double de l'appartement, mais en fait ça veut dire qu'ils pouvaient revenir. Ça veut dire qu'ils pouvaient revenir, qu'ils pouvaient ravager l'appartement, se venger, enfin bref, ce qui s'est passé. On était très parano de ce genre de choses, que les gens reviennent à chaque fois. Au final, généralement une fois qu'ils partent, ils reviennent pas. C'est ça. Très un peu secoué parce que forcément c'était une de nos premières expériences avec des locataires. Faut savoir qu'à l'époque, voilà, c'était notre 3e opération. Ça s'était bien passé avec les autres locataires et là on prenait un peu plein dans la gueule que le monde il est fait de gens un peu foufou, tu vois. Je pense que ça c'est parce qu'on était jeunes et on n'a jamais eu trop affaire à ce genre d'interaction. En fait, c'est très nouveau et en plus quand vous avez 21 ans, vous avez des vieilles personnes là de 50 ans qui se comportent mal, qui sont mal polies. Enfin, je sais pas comment dire, c'est un truc où dans ta tête, t'as pas spécialement l'éventualité. Alors maintenant, à bientôt 30, t'inquiète qu'on est pareil sur toutes les réactions possibles et inimaginables, mais à l'époque, en fait, ça te secoue, quoi. Tu prends le réel en plein dans la figure, et surtout que, encore une fois, moi, j'ai toujours abordé l'immobilier de manière professionnelle, si tu veux. Professionnel, tu te bats pas, tu vois. Voilà, enfin, je veux dire, en plus, entre guillemets, tu vis quand même dans un monde de loi, donc en soi, t'essaies toujours de négocier avec quelqu'un, de finir par vous mettre d'accord, et puis si vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord, t'as la justice, tu vois. Et en fait, le truc, c'est que malheureusement, il y a plein de gens qui sont pas du tout câblés comme ça, surtout que encore une fois, il faut remettre en contexte. On est en 2019 sur ce truc-là. La France, c'est pas encore ce qu'elle est aujourd'hui. À l'époque, j'ai encore confiance en la justice, en ce genre de valeurs que visiblement aujourd'hui, ils se sont un petit peu perdus. Et c'est vrai que pour le coup, en vrai, ça a longtemps resté comme une de nos pires expériences
avec un locataire parce que en fait moi sur le moment je me suis dit bah en fait si ça se trouve il va mettre un coup à ma mère, tu vois, et moi je me suis dit bah je réagis comment, je Je l'éclate en fait. l'éclate quoi. Mais le problème c'est que c'est si la je l'éclate, gendarmerie. t'es propriétaire, lui en plus bon c'était même pas le locataire, c'était le nouveau compagnon de la dame qui en plus sentait l'alcool, enfin bon bref, vous voyez l'histoire de con qui prend des proportions qu'elle ne devrait pas prendre quoi. Et bon, cette histoire c'est finalement bien fini, c'est que l'agence a payé de leur poche la caution, parce que l'agence ils se sont dit cette histoire elle va prendre ça va partir en couille, et bon la caution c'était genre 400 balles, et du coup ce qui s'est passé c'est que l'agence a payé les 400 balles à la dame, donc heureusement c'est pas sorti de notre poche, et comme ça ils ont récupéré nos clés. Ok. Et après on a pu le remettre en location. Hein, ouais, et après on l'a remis en location. Il était plutôt en bon état de mémoire. Hein. Il me semblait qu'il y avait un petit coup de peinture à mettre. On avait mis un coup de peinture, on a refait la cuisine, voilà, il y avait eu il y a eu un peu de choses comme ça, mais non, normalement, enfin après, globalement, une fois qu'on s'était débarrassé de cette dame-là, ça s'est plus ou moins bien passé sur cet immeuble. Après, une autre anecdote que vous aurez un peu plus tard. Bref, c'est un peu nos débuts dans l'investissement IMO. J'avoue que moi, du coup, bon, d'un point de vue, je pense aussi que c'était bien que ce soit fait comme ça parce que j'étais pas associée dans cette SCI-là, vu que c'est la SCI que t'as avec ta maman. Mais du coup, vu que j'avais pas d'argent pour acheter et du coup, j'étais pas finançable non plus. En fait, j'accompagnais Julien dans toutes les galères locataires, et ce qui était plutôt bien, je pense, même si des fois c'était un peu lourd. Par exemple, quand le mec est mort, ça c'était un peu chiant, tu vois. Mais Ouais, en 2022, on avait déjà nous 2021, novembre 2021. Ouais, mais on avait déjà nous-mêmes fait des OP. C'est ça. Et du coup, bah, ça me permettait déjà de mettre un petit pied à l'étrier. Et là où je trouve que t'as été, du coup, bah, cool, dans le sens où même si je t'ai donné un coup de main là, bah, les moments où il a fallu, par exemple, n'a jamais mis 50-50 au niveau des apports, t'as toujours mis beaucoup plus que moi. Et bah, ça, du coup, je trouve que c'est quand même assez sain de démarrer l'investissement. Et du coup, bah, tu m'as dit dès que t'as un CDI, enfin, en gros, je veux que t'aies quand même un peu d'argent de côté, sait-on jamais ce qui peut nous arriver, mais dès que t'as un CDI, on fait tous les deux. C'est ça. Sachant que vraiment à ce moment-là, moi dans ma tête, il y a vraiment des fils qui se touchent sur deux points principaux. Le premier, c'est que effectivement on gagne de l'argent dans l'immobilier parce que en fait factuellement ton prêt passe, tes loyers avant ton prêt passe, il reste de l'argent. Moi, chaque mois qui passe, la dette à la banque diminue, sachant qu'en plus à l'époque les taux étant à 1, les prêts se remboursent un peu plus vite qu'aujourd'hui où il y a plus d'intérêt à payer. Également, moi l'autre constat que je me fais, c'est que on est en couple, etc. On a des projets de vie communs, faut qu'on fasse de l'investissement ensemble. Surtout que finalement toi tu prends un petit peu le virus aussi de l'immobilier au passage et tu te dis vas-y, on fait nos opérations ensemble. Et c'est vrai que la question s'est jamais posée de faire autrement qu'à 50%. J'en parle parce que ça fait partie un peu des questions qu'on nous pose souvent. Est-ce que vous avez fait des choses pour protéger l'un l'autre, machin? Sauf qu'à l'époque on n'est pas mariés, pas pacsés, voilà, on est juste en couple. Mais moi j'ai toujours eu une sensation, c'était que déjà nous notre couple, j'étais sûr de lui, donc je savais que ça durait dans le temps et que du coup il y avait totalement du sens à prévoir des projets communs. Et l'autre, c'était que dans tous les cas, si on faisait quelque chose ensemble, il y avait tout intérêt à ce qu'on soit 50-50 parce qu'on allait tous les deux dépenser à peu près la même énergie dedans. Exactement. Donc ça, et puis du coup on a nos premiers donc on finit notre alternance, je pense. Moi, je pense que je la finis en novembre 2019, mon alternance, et je bascule. Attends. Non, mi-2000. Je te dis, c'est mi-2020. C'est mi-2020. Bref, résultat, le Covid arrive, et j'avoue que là, il y avait quand même un moment d'un peu de down où en fait, on s'est retrouvés enfermés chez nous. D'ailleurs, moi, j'ai fait une petite déprime, et on a même adopté un chat pour que ça aille mieux après. Mais c'est vrai que là, du coup, le fait de faire l'immobilier n'a jamais eu autant plus de sens que à cette période-là. Où en fait, je me rappelle, en plus, on rêvait de voyage, etc. Et en fait, on était là, coincés dans notre petit appart à Montpellier. On pouvait pas sortir. Il faut savoir aussi qu'on s'est déjà fait arrêter quand on faisait les sorties d'une heure avec les auto-attestations. On s'est fait arrêter aux courses parce qu'on était deux. Une fois, on a fait du sport, 1 heure de sport, alors qu'on faisait vraiment beaucoup de sport dans notre quotidien. Dans un parc à... T'as deux filles qui sont venues, on était tout seuls, ça se voyait qu'on était en train de faire du sport. Et là, franchement, je pense qu'il y a un truc qui a complètement drifté dans notre tête. On s'est dit, mais c'est quoi cette époque de merde? C'est quoi ce pays de fou? Parce qu'en plus, la réalité, c'est que maintenant, on le sait avec le recul, voilà, le Covid, c'était quand même qu'un rhume. Ceux qui étaient à risque, c'était les personnes âgées. Qu'est-ce que vous alliez faire chez une jeunesse qui n'avait strictement rien demandé, en fait? Surtout que, pour le coup, je pense que ça a un peu enlevé moi, de mon côté, ça a enlevé un peu. Il y a eu un
un début de rupture avec l'État français. Non, mais Franchement, vraiment, tu sais, ça m'a enlevé une espèce d'insouciance où je me suis dit, tu sais, je pensais toujours que la vie allait être cool, qu'on allait gagner de l'argent parce qu'on travaillait, etc. Et là, je me suis dit, vas-y, en 2 secondes et demie, en fait, ils veulent nous contraindre, Ouais, on peut être parce contraint. que là, je fais quand même un petit point dessus parce que c'est toujours pareil. En fait, on peut juste prendre la période Covid comme le fait, voilà, d'avoir été confiné, etc. T'as des gens qui peuvent dire oui, mais bon, voilà, c'était que quelques mois, c'est passé, on savait pas, on pouvait s'attendre au pire, machin, avec les variants, peu importe. Voilà, on va pas refaire l'histoire là-dessus. Par contre, ce qu'il faut quand même noter, c'est de un, vous aviez le confinement. Donc de un, vous aviez globalement la plus grosse restriction de liberté depuis l'occupation allemande pendant la Seconde Guerre mondiale, si tu veux. Premier point. Deuxième point, nous, on terminait nos masters, c'est-à-dire que moi, j'ai été diplômé en juin 2020. J'ai quand même un des directeurs de notre université de droit, j'en venais de faire 5 ans d'études, qui nous a dit ne cherchez pas, vous allez probablement tous finir au chômage parce que de un, les entreprises vont plus embaucher et de deux, en fait, vos diplômes ils valent pas grand chose parce qu'ils ont été obtenus pendant la période Covid. Voilà. Ouais, yes. Ça, tu prends ça dans la gueule en fin d'études alors que ça fait 5 ans que tu trimes comme un fou pour terminer tes études. Troisième point, les voyages, parce que bon, on pouvait pas voyager pendant le Covid, mais après, c'était galère aussi. Il Oui, y avait t'avais toutes les les histoires de vaccins. passe vaccinal, il y avait les masques, il y avait les prix, il y avait les vols. Enfin bref, globalement, je pense que le monde du transport aérien a dû retrouver une certaine normalité en 2024 quand même. Donc ça a laissé des traces. L'inflation, encore une fois, on parlait de nos premiers salaires, de l'insouciance, qu'on allait gagner de l'argent, qu'on allait plus ou moins bien vivre. Et c'est vrai que à cette époque-là, nous on voit l'immobilier comme un à côté de notre vie. C'est-à-dire on se dit ok, on a lu Robert Kiyosaki, on va acheter de l'immo, ça va nous permettre en gros d'upgrade notre niveau de vie et à long terme peut-être qu'un jour on pourra arrêter de travailler. Et c'est vrai que moi par exemple, je voyais déjà les premières vidéos de rentiers sur YouTube de ceux qui se disaient bah voilà, j'ai acheté 25 lots, 30 lots, j'ai arrêté de bosser, du coup ça y est, j'ai quitté mon patron. Oui, ça te fait quelque chose, oui, tu dis peut-être un jour c'est moi, mais moi j'avais commencé l'immobilier en sachant que dans tous les cas ça serait long, en me disant qu'au mieux du mieux ça serait vers mes 30 ans que potentiellement je pourrais quitter mon taf. Et globalement à cette époque on a 22 ans et on est vraiment en tête de se dire de toute façon ça va être long, donc bon, on n'est pas en train de se dire on veut quitter notre taf le plus vite possible, on veut avant tout profiter de la vie. Et c'est vrai que toute cette période-là nous met une giga claque en mode non, en fait il faut qu'on accélère, il faut que là en gros la priorité de générer des actifs, d'avoir de l'immobilier, d'investir, elle devient prioritaire dans notre vie à partir de ce moment-là, parce que vraiment entre guillemets on se dit c'est pas possible de dépendre autant d'un État, d'un patron, d'une société qui peut te priver de tes libertés du jour au lendemain et où au final à la fin des fins tu seras toujours la cocu de l'histoire quoi si tu veux. C'est-à-dire que ouais c'est toujours toi qui seras perdant et on le voit hein. Enfin, franchement je sais pas si vous vous rendez compte de l'inflation qu'il y a eu depuis 2020 mais toi tu t'en parles régulièrement dans les épisodes de la semaine c'est toi que ça trigger le plus mais le prix des courses quoi. Ah ouais, bon, ça Le prix des courses depuis le Covid. En fait, c'est pour ça, c'est que je me dis, nous, en vrai, ça va parce on peut se permettre. Alors, ça fait chier, hein, de dépenser autant d'argent dans des courses. Ouais. Mais je me dis, mais les gens qui gagnent pas bien leur vie font comment, tu vois? Imagine, on aurait eu la même trajectoire de tes parents, on aurait fait 4 enfants et on serait resté, salarié sans investir. Franchement, on ferait pas ce podcast et à mon avis, on aurait mis un gilet jaune, quoi. Ouais. Donc, J'avoue. faut le dire, tu vois. Donc globalement, je pense à ce moment-là qu'il y a vraiment un shift qui se fait dans Ouais. notre tête et c'est intéressant parce que je trouve que il y a des gens qui l'appellent le déclic. Par exemple, il peut venir à pas mal de moments, il peut venir au début, il peut venir plus tard. Ah, mais nous, c'est un truc, genre, c'est pas qu'on est devenu fou, mais quasiment, du Ouais, coup, c'est hein, ça, c'est ça. que nous, ça nous a enragés. Enfin, tu sais, il y en a, ils décliquent en mode, c'est merveilleux. Non, nous, on s'est dit, putain, Ouais, nous c'est le mais, déclic en mode on a mis les peintures de guerre, le casque et let's go, tu ouais, vois. c'est ça, c'est Rambo Vietnam quoi, globalement. Exactement. Ou alors Rocky quand il doit affronter le russe quoi. Ah non, mais vraiment. Vraiment. Et après, j'avoue que pour le coup, moi, le Covid, ça a un peu mis un truc un peu morose sur tout ça. Mais pour le coup, ça a réveillé une espèce de rage en nous, qui au final, là, on est 6 ans après le Covid. Ouais, pas peu fiers quand même que De ce l'avoir soit fait, ouais, de tout à l'avoir fait, fait. tout à fait. Finalement, presque merci les Chinois quoi, pas loin. Non, mais bon, entre guillemets, on est content de la barque, enfin de comment on a mené notre barque depuis cette période. Sauf que Et c'était douloureux quand même, je trouve. Enfin, c'est une manière de faire qui est un peu... ah oui, c'est sûr. Globalement, nous, c'est qui est toujours un ce peu qu'on se dit, bidon, c'est quoi. que la plupart des gens trouvent, alors
c'est marrant parce qu'en plus à ce moment on voit un peu des réels qui fonctionnent sur Instagram, du coup on se reprend un peu toutes les objections de ceux qui vont nous dire que c'est pas possible et qu'on est des menteurs et que ou alors qu'on a eu un héritage ou qu'on a gagné l'auto. Et globalement ce qu'il faut quand même se dire, c'est que voilà, on a mis le monk mode, on a économisé le max qu'on pouvait, on mettait 2/3 de ce qu'on gagnait, alors déjà qu'on gagnait pas énorme, hein. Globalement on dit toujours on a commencé à 2000 euros chacun, c'est vrai. Toi-même moins, toi t'étais à 1600 balles sur ton premier salaire, moi j'étais à 1900 sur mon premier salaire. Globalement toi t'as quand même pas mal augmenté tes revenus en 50 salariats. Moi ça a un petit peu augmenté, plus j'avais des primes, surtout un P2E, et voilà, quand vous savez comment truander un petit peu le système, vous pouvez vous en sortir pour récupérer du cash et mettre dans les OP. Mais globalement faut bien voir que une fois qu'on faisait le net après impôt sur le revenu, quand on regarde ce qu'on a gagné pendant notre période en tant que salarié, vraiment vous avez 60% qui est parti dans l'IMO. Ouais. 60% pour faire des apports, parce que là pareil, aujourd'hui j'ai presque envie de dire qu'ils ont de la chance, certains investisseurs qu'on accompagne, de faire des 110%, on n'a fait aucun 110% sur nos OP, pour plusieurs raisons. Déjà post-Covid, en vrai niveau bancaire ça se tend déjà un peu, parce que en fait les banques Ouais, puis il faut voir, on a 23 ans, la banque, enfin les banques, les c'est ça, conseillers, ils sont là, mais qu'est-ce que vous faites, on a genre, zéro patrimoine, qu'est-ce que vous faites? on Arrêtez. n'a pas énormément d'épargne non plus. C'est-à-dire vu qu'à chaque fois on la met dans des apports, on paye les frais de notaire, en fait on n'a jamais le temps de se refaire. Globalement, sachant que l'immobilier ça met quand même du temps, donc globalement, je sais pas moi, vous êtes le 1er janvier, vous visitez un bien, vous êtes propriétaire en juillet, le temps de faire les travaux, de mettre en location, etc. Vous commencez à toucher les loyers en fin d'année. En vrai, il y a quand même beaucoup de charges à chaque fois. Faut créer des sociétés, faut acheter les meubles, faut payer les intermédiaires. Enfin, vous avez beaucoup de choses qui génèrent de l'argent. Sachant que pareil, ça c'est un dernier point sur la période Covid, je voulais le dire tout à l'heure et il m'est pas revenu, c'est qu'en plus la période Covid, vous avez le moment où l'État a distribué un pognon de dingue à tout le monde, et nous on est les grands oubliés de l'histoire, quoi. Genre globalement vous étiez étudiant, jeune actif à ce moment-là. Moi j'avais des clients en banque pardon, qui étaient des gros chefs d'entreprise, mais qui ont pris des prêts PGE de 500 000 balles, où ils ont acheté des actions de Tesla avec, ils ont fait des flips de fou. Nous on pouvait aller se faire foutre, quoi. Exactement, avec respect. Avec respect, exactement. Et il y a aussi un peu, là quand on en reparle, ça me revient un peu. Il faut savoir aussi que, enfin, moi je retiens, c'est qu'on a un peu été tout seul dans cette période-là, dans le sens où il y avait la maman de Julien qui comprenait ce qu'on faisait, mais on voyait bien qu'elle comprenait pas pourquoi est-ce que ça nous tenait autant à cœur. En fait, on a vraiment shifté, pas méchant, mais vraiment enragés. Et moi, mes parents, ils étaient là, mais qu'est-ce que vous vous faites chier à faire de l'immobilier? Et Vous ça, changerez pas le non monde, mais vous pourriez pas non mais quitter c'est votre ça. Et taf. je me rappelle, je disais à mon père, ouais, bah là, du coup, c'est la deuxième anecdote qu'on va vous raconter, mais enfin, j'ai ramassé des saucisses pourries enfin, congélateur, parce que du coup, ça va être la deuxième anecdote qu'on va vous raconter. Mais en fait, on a un locataire qui a sous-loué son appartement, et bah du coup, en fait, on se retrouvait à faire des choses plus qu'ingrates. Oui, et juste avant du coup de revenir précisément sur cette deuxième anecdote qu'on n'a jamais racontée, faut vraiment voir qu'à ce moment-là, notre stratégie, c'est d'être en compromis tout le temps. C'est-à-dire que dès qu'on va signer l'acte authentique d'un bien, on a déjà signé le compromis du bien suivant. Globalement, dès qu'on a un oui de la banque, ça y est, on lance déjà les recherches de l'opération d'après. On se dit vraiment qu'on est obligé de faire 2 OP par an, qu'on arrive à en faire 3, c'est le mieux. Forcément, ça demande d'être très organisé, d'avoir plusieurs banques avec qui on travaille pour aller les voir chacune environ une fois par an. Il y a quand même tout l'administratif à faire que toi tu gères en partie. Il y a les locataires qu'on a déjà, il y a les chantiers, les petits travaux, les choses qu'on a déjà à faire sur les apparts qui se libèrent, où il y a des coûts de rafraîchissement, sur juste les OP qu'on vient de terminer. Et bon, bien évidemment, si on est encore là pour parler de tout ça, c'est que la majorité de nos opérations se passent bien. Et si vous écoutez ce podcast depuis longtemps, ou même si vous venez d'arriver, vous retrouverez facilement les infos. Mais on a déjà raconté plein de nos opérations qui sont super bien passées, où globalement on a eu quasiment aucun souci, qui sont un peu nos best, nos 10% qui nous ramènent 80% des loyers, hein. C'est toujours pareil sur la loi de Pareto, où on n'entend jamais parler des locataires, on n'a jamais de vacances, on n'a jamais de soucis. Et il y a quelques immeubles qui ont malheureusement rassemblé la quasi-totalité de tous les problèmes qui nous sont arrivés dans l'IMO. Et notamment, du coup, tout à l'heure, j'ai raconté la première anecdote sur une locataire dont le compagnon avait agressé ma mère. C'est sur ce même immeuble où on le racontera rapidement dans quelques minutes,
On a eu un mort dans un des appartements, et le troisième appartement, qui était le seul qui était vide quand on a acheté cet immeuble, en fait, on avait un coût de rafraîchissement à mettre et ensuite on devait le mettre à la location. On avait trouvé une première locataire avec qui ça s'était très mal passé, et justement, ça nous a complètement vacciné de prendre des gens un petit peu en situation précaire. Ça nous a un peu, bon, on l'a appris dans le dur, mais au moins maintenant on sait comment choisir nos locataires. Alors c'est toujours un peu pareil, on était stressés de pas louer, du coup on n'a pas pris le premier profil, mais quasiment. C'était quelqu'un qui avait besoin urgemment d'un logement. Voilà, elle est venue avec sa copine qui était un peu bizarre, etc. Et c'est surtout quelqu'un qui a très vite chipoté. Je me rappelle, ça s'est super mal passé. Et au final, au bout d'une semaine, je lui ai dit, bah, si vous voulez partir, partez. Et en fait, ça, c'est vraiment un conseil. Si les gens veulent partir, et je crois qu'elle voulait récupérer sa caution, je sais pas quoi, non? C'était un truc comme ça. Oui, elle voulait récupérer sa caution, on lui avait remboursé un prorata de loyer, etc. C'est-à-dire qu'on lui avait pas fait de préavis. Enfin, il est mieux qu'on perde quelques centaines d'euros dans l'histoire que de la traîner pendant longtemps, sachant que c'était vraiment une locataire qui allait faire des problèmes. Ouais. Et moi, c'est comme tu dis, c'est vraiment un conseil qu'on vous donne, c'est que quand ça commence à trop partir en couille qu'un locataire, récupérer les clés, récupérer l'appart, trouver un nouveau locataire. Vaut mieux des fois perdre quelques euros de jours de loyer, mais au moins assurer sa tranquillité et éviter que les problèmes ne s'aggravent trop. Elle t'appelait tout le temps. Enfin, c'était Elle appelait tout le temps, et sachant que toute cette histoire est partie à la base parce que je lui avais dit au moment de l'état des lieux qu'elle avait pas la télé, et visiblement c'était c'était un gros problème. Un gros problème qu'elle n'ait pas la télé, quoi. Ouais, Sachant qu'elle avait 19 ans, quoi. Donc, ouais. Et du coup, le locataire suivant, je pense que ça a un peu achevé notre... En fait, là, il y avait plus du tout d'insouciance. On s'est dit, vas-y, les locataires ne sont... Enfin, très peu fiable. Oui, voilà. On part du principe que c'est pas des gens honnêtes. Voilà, je pense que c'est un peu comme ça que maintenant on gère nos locataires, ce qui est pas le cas partout. Hein, ouais, en vrai, on en a plein qui sont. On en a plein qui sont très bien, mais quand même, on part toujours avec l'a priori que c'est quelqu'un qui est pas honnête, et que du coup, il faut mettre plein de garde-fous pour pas se niquer. Exactement. Et heureusement que je me suis écouté sur celui-là, parce qu'en fait, au niveau de ce locataire, il avait un profil qui était plutôt bon. Il était en alternance, il était en BTS immobilier, etc. Il présentait très bien sur lui, et globalement, il avait une Visale, et en fait, il voulait rentrer dans l'appartement. Et la seule problématique qu'on avait eue, c'est que à l'époque, la Visale, ça venait tout juste de sortir. C'était pas aussi rapide qu'aujourd'hui. C'est-à-dire que maintenant, les Visales, je crois que les locataires, ils peuvent les faire valider en quelques jours. À l'époque, des fois, tu avais plusieurs semaines d'attente. Visale, ça n'avait pas encore pris l'ampleur que ça a aujourd'hui. Et globalement, il devait absolument rentrer dans l'appartement, ce qui disait qu'il du coup, il devait payer un Airbnb le temps d'eux. Et moi, je lui avais dit, je suis vraiment désolé, mais dans les conditions Visale, sachant pareil, à l'époque, Visale, ça venait tout juste de sortir. Moi, j'avais toujours le réflexe juridique, bien lire les conditions, etc. Il y avait bien marqué que pour être couvert, il fallait que le contrat Visale soit actif avant que au plus tard, le jour de l'état des lieux où le locataire rentre dans l'appartement. Du coup, je lui avais dit, je suis vraiment désolé, mais non, c'est pas possible, je peux pas vous laisser rentrer. Du coup, j'avais justement utilisé l'argument que c'était pas moi qui décidais à la fin des fins, donc même si je comprenais son souci, je pouvais pas le faire rentrer dans l'appartement tant que sa Visale n'était pas validée. Et du coup, ça avait pris 1 ou 2 semaines de plus. Même si du coup, nous on avait perdu un peu de loyer, mais je m'étais dit vraiment, il rentre pas tant qu'il n'y a pas la Visale. Et j'ai vraiment bien fait, parce que ce locataire, on a fait l'état des lieux, tout s'est très bien passé. En plus, je n'ai rien eu à redire au niveau de l'état des lieux et autres. Et on avait convenu qu'il devait me faire le virement du dépôt de garantie du premier loyer. Pareil, maintenant je donne plus les clés s'il n'y a pas le paiement du premier loyer du dépôt de garantie. C'est vraiment un conseil que je vous donne. Vaut mieux reporter un état des lieux parce que la personne n'a pas de quoi payer, que maintenir et faire confiance que la personne fera un virement. Vous allez forcément courir après, c'est désagréable pour tout le monde, et ça peut vite partir en pugilat alors que vous n'avez même pas touché un premier euro du locataire. Ouais, c'est ça. Globalement, donc je lui avais fait confiance. Il devait soi-disant me faire le virement du dépôt de garantie du premier loyer. Il ne l'a bien évidemment jamais fait. Ce locataire n'a pas versé 1 euro de loyer, alors qu'il est finalement resté officiellement dans l'appartement pendant quasiment 3 ans. Et heureusement que j'ai eu la Visale, parce que du coup j'ai déclenché la Visale. Du coup, c'est la Visale qui nous a payé du premier jour de location. Il a habité dedans. Ouais, il est habité à 2 ans, parce que justement on arrive à l'anecdote juste après. Donc il a du coup Visale a payé du premier jour de loyer jusqu'au dernier jour. Donc franchement, pour ça, Visale, ça m'a rassuré pas mal sur le fait que ça fonctionnait bien. C'est eux qui se sont occupés de la procédure pour le faire expulser. Il n'a jamais payé, n'a jamais cherché à régulariser. Et moi, au final, c'est un peu ce que je vous conseille, c'est que quand vous avez comme ça une assurance, une garantie, qu'est-ce que vous allez vous embêter à relancer le locataire? De toute façon, il est en situation d'impayé. C'est lui, en théorie, qui est censé venir à vous pour régler le souci. Si vous êtes payé de votre loyer tous les mois, on s'en fout, quoi. Le seul souci qu'on a eu derrière, qu'on n'a pareil jamais raconté, parce qu'on s'était dit que voilà, c'est trop... ghetto.
encore une fois, une anecdote trop ghetto et que on n'avait pas forcément sur pareil, on veut pas faire peur non plus aux nouveaux qui commencent l'investissement immobilier, mais on pense quand même que vous devez justement vous servir un peu des conseils qu'on a vous donné, de nos retours d'expérience pour pas faire les mêmes erreurs que nous. C'est que globalement, ce gars-là, il s'est dit au final, j'ai un appart, j'ai une Visale qui va me faire des procédures judiciaires. Ce que je vais faire, c'est que je vais sous-louer l'appart. Donc il a sous-loué l'appartement à des collègues à lui. On a su que c'était pas lui parce que le jour où ils ont libéré l'appartement, qu'on a d'ailleurs retrouvé très sale, globalement on a retrouvé des pièces d'identité de gens qui n'étaient pas de gens qui jouent dans un très gros club de rugby d'ailleurs de la région. C'est ça. Bon, comme quoi, vous voyez, ça peut arriver avec n'importe qui. Exactement. Je pense qu'ils se sont fait arrêter par les flics dans l'appartement. Je pense, parce que vraiment ça avait l'air qu'ils étaient partis très vite. Très vite. Ouais, très vite. Et globalement, l'appartement était un quasi-squat pendant plusieurs mois, ce qui nous a d'ailleurs valu des gros soucis avec les voisins, parce que d'ailleurs on ne sait même pas comment les voisins avaient récupéré nos coordonnées téléphoniques, mais ils appelaient tout le temps dès qu'il y avait du bruit. Après, ce que j'avais dit aux voisins, quand je parle des voisins, c'est pas nos autres locataires, c'était les voisins des immeubles d'à côté. Moi, c'est ce que je leur avais dit. Je leur avais dit, mais en fait, je suis pas la police, donc le locataire fait du bruit, légalement, je peux strictement rien faire. Si vous n'êtes pas content, allez régler le problème vous-même. Donc forcément, le voisin était pas d'accord avec ça. Il nous a beaucoup harcelé. Et c'est vrai que l'appartement, globalement, quand on l'a retrouvé, alors bon, faut pas non plus imaginer le squat avec des seringues, avec plus des immondices au sol. Non, heureusement, il n'était pas aussi sale que ça. C'est juste qu'il y avait ses vêtements. Ouais, il y avait plein de vêtements, plein d'effets personnels de plein de gens, des vieux matelas par terre, des choses comme ça, plein de bouteilles d'alcool vide. Ouais, de l'alcool vide et surtout un frigo qui avait pas été vidé, l'électricité coupée et ça pendant plusieurs mois. Donc je vous laisse imaginer l'état de la cuisine. Ouais. Je crois qu'on a balancé le frigo comme ça. Je me rappelle l'avoir vite fait vider, mais c'est que ça, pareil, ça fait partie vraiment des autres anecdotes ghetto, mais vraiment typiques de la France d'aujourd'hui. Le frigo qui était complètement pourri. Je me souviens l'avoir mis au bout de la rue en me disant, je sais pas trop quoi en faire. Je vais le mettre au bout de la rue parce que ça rentre pas dans une poubelle et il est hors de question que je mette ça dans ma voiture pour l'amener à la déchetterie. Et là, il y a 3 migrants qui sont passés, qui ont récupéré le frigo. Mais vraiment, genre, ça s'est passé en 10 minutes. C'est-à-dire que moi, je pose le frigo dehors. Les 3 migrants, ils sortent de je ne sais où, genre vraiment instant. Ils me regardent en mode est-ce que je peux le prendre ou est-ce qu'il va penser que je veux le voler? Moi, je les ai regardés en mode mais qu'est-ce qu'ils font? C'est dégueulasse. Mais oui, parce que vraiment le frigo, une odeur pestilentielle. On avait qu'il y avait un cadavre dedans. Moi, le frigo, je le touchais avec des gants. J'ai jeté les gants après. Enfin, vraiment, c'était vraiment immonde. Et eux l'ont récupéré, sont partis avec. J'avoue, et t'étais chaud par, t'es remonté en mode putain, ils ont pris le frigo. Ouais. Après, nous, vraiment, on était contents parce que ça nous évitait d'aller le mettre à la déchetterie. Sachant qu'on avait, pour l'anecdote du mort, on avait déjà mangé une amende parce qu'on avait mis des trucs dehors, etc. Ouais, c'est ça, à cause du coup des voisins qui nous harcelaient pour le bruit, qui nous avaient aussi du coup dénoncé complètement. Donc là, au final, c'est une anecdote qui peut faire peur, mais au final, on n'a jamais perdu d'argent sur la location de cet appart. Juste on s'est fait chier quelques week-ends pour le remettre plus ou moins en bon état. C'est ça, et en fait, on a eu de la chance, c'est que la Visale a fait l'expulsion du locataire, genre 1 mois avant qu'on signe la vente de cet immeuble qu'on avait acheté 105 000 et qu'on a revendu 150 000 en ayant fait, je pense, 2 000 euros de travaux, 20 000 euros de travaux dans un des appartes. La seule vraie mauvaise anecdote qu'on a eue sur cet immeuble, c'est que c'est-à-dire, c'est encore une autre, mais celle-là on l'avait déjà raconté, c'est qu'on a eu un mort dans un des appartes, et le problème c'est qu'encore avoir un mort ça va, mais avoir un mort qui a un syndrome de Diogène, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, le syndrome de Diogène, c'est les gens qui vivent dans leur détritus parce qu'ils ne vont que la poubelle. En fait, c'était quelqu'un qui, comme nous, avait pas très bien vécu le confinement, mais lui pour le coup avait vraiment pété les plombs. Je pense qu'il avait déjà une maladie déjà de base, une hépatite ou un truc comme ça, le sida, j'en sais rien, enfin bref. En tout cas, on savait qu'il était malade et le Covid l'a rendu paranoïaque, et en fait, il ne voulait plus du tout sortir de chez lui parce qu'il avait... Il voulait plus que les infirmières viennent le voir. Voilà, il voulait plus que les infirmières viennent le voir. C'était un monsieur qui avait 50 ans, je pense, un truc comme ça. Et du coup, c'est les voisins qui lui portaient les courses en bas. Il avait mis un système de poulies à son balcon pour pouvoir récupérer les courses en bas. Il ne voulait plus sortir. Bref, il était devenu incontinent. Ouais, ça pour le coup, c'est l'appart le plus sale qu'on a récupéré. Et là, pour le coup, il fallait le refaire entièrement. Ouais, après, heureusement, c'était un appart qui, dans tous les cas, aurait eu besoin d'un coup de propre parce que le locataire était là depuis 20 ans quasiment. Ouais, c'est ça. Mais c'est vrai que là, l'appartement, on a dû jeter le parquet, on a jeté toute la cuisine, la salle de bain intégralement refaire je pense qu'il y avait des chats qui rentraient, des chats errants qui arrivaient à la seule chose qu'on n'a pas eu, on a eu de la chance, c'est les cafards. Il n'y avait pas de cafards dedans, il y avait des souris, il y avait des chats, il y avait vraiment de tout dans cet appart. On a sorti 45 sacs poubelles de cet appart. Donc là, pour le coup, j'avoue que c'est un des plus... c'est la seule fois, tu vois, ça aussi c'est intéressant à expliquer, c'est la seule fois où pendant tout
toutes nos années d'investissement, c'est la seule fois où j'ai tout remis en question. Je me suis dit, est-ce qu'on n'arrête pas l'IMO? Ouais. Parce que c'est vrai que là, pour le coup du mort, ça a vraiment été une galère parce que toujours pareil, on nous dit, mais pourquoi est-ce que vous l'avez pas fait faire? En fait, ça a coûté 5 ou 6 000 ouais, balles, je crois. non, plus que ça, c'est entre 5 et 10, Ouais. pour qu'une entreprise le fasse. Parce que forcément, personne ne veut faire ça. Donc, si une entreprise le fait, elle vous fait payer ça à prix d'or. Donc, on n'avait pas 5 ou 10 000 euros. En fait, c'était l'apport de la prochaine opération qu'on était déjà en train de faire. Et c'est vrai que là, pour le coup, on a réfléchi à tout arrêter, sachant que c'était arrivé dans une période qui était compliquée parce qu'on venait d'acheter un gros immeuble, on avait pas mal de bureaux à relouer. C'était pile dans la période où, ce gros immeuble dont on est très content aujourd'hui, on venait juste de l'acheter, mais ça a mis un peu de temps à louer les 5 bureaux qui étaient disponibles quand on en a fait l'acquisition. En plus, dans ce même immeuble qu'après on a vendu, donc en plus du mort, il y a eu l'anecdote du gars qui agresse ma mère, plus le squat en bas. Enfin bref, vraiment ça a été C'était un peu rude celui-là. ça a été cet immeuble a été rude et c'est pour ça qu'on l'a revendu. Alors finalement, on regrette pas de l'avoir vendu parce qu'on a fait une très bonne opération d'un point de vue de la plus-value, mais c'est vrai que c'était pas prévu qu'on le vende aussi vite et que en vrai, ça, c'est un immeuble qu'on voulait plus voir, quoi. Ouais, c'est ça, c'est On a vraiment. eu trop de mauvaises expériences dedans et ça, en vrai, c'est pour ça que moi je le dis avec le temps. C'est vrai que quand vous avez comme ça des biens où il y a eu trop de soucis, c'est normal en tant qu'investisseur immobilier de se dire, en fait, celui-là, je veux plus le voir. Après, pour moi, faut pas le vendre à la casse parce que c'est toujours important, c'est de faire une bonne opération. Mais Ouais, tous les gros investisseurs immobiliers vous disent qu'un jour ils ont une anecdote comme ça. Quand on avait été sur le podcast Régie d'expérience, on avait parlé avec Mehdi qui nous avait dit que lui, il avait eu un peu un truc similaire avec un immeuble dans lequel il y avait un restaurant indien. ouais. Donc bon, voilà, on n'est pas les seuls à qui ce genre Ça de mauvaise arrive, expérience avec un immeuble peut arriver. Et heureusement, c'est le seul immeuble où ça s'est vraiment passé aussi mal là-dessus. Là, par contre, on a un petit problème de timing sur l'épisode, parce qu'on se rend compte que ça fait déjà 1 heure qu'on parle et que je pense qu'il doit rester... plus d'une heure. Alors peut-être pas plus d'1 heure, mais ouais, je pense Encore une bonne qu'on heure, doit hein. être à la moitié. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on risque de vous laisser ici pour cette semaine, parce que bon, on sait comment ça marche sur les podcasts. Si on fait un épisode de 2 heures, personne ne l'écoutera en entier et on trouve que c'est dommage. Donc on va arrêter ici pour cette première partie de notre parcours et vous aurez la deuxième partie la semaine prochaine, sachant que la semaine prochaine on tombe le lundi 13 juillet. J'hésitais très fortement à sortir un épisode parce que ça tombe un jour de pont avant un jour férié, en plus en plein été, mais globalement pour les plus motivés qui voudront la partie 2 de notre histoire, vous l'aurez du coup la semaine prochaine. Bon, on espère que cet épisode vous a quand même plu. N'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles, je réinsiste. Et sachant que la semaine prochaine, vraiment, on vous parlera de l'accélération. À quel moment, finalement, on a commencé à se métamorphoser en entrepreneur de l'immobilier. Ouais. Et pourquoi ça a tout changé sur la suite de notre parcours. Et je pense qu'on va vous lâcher la plus grosse dinguerie qu'on a jamais... En fait, ça fait genre 2 ans qu'on veut en parler de ce truc-là. Et on se tait à chaque fois, on se dit non, c'est bon, vas-y. Pas tout de suite, etc. Pas tout de suite, machin. Mais là, je pense qu'en fait, on est tellement libre qu'on vous en parlera vraiment à cœur ouvert, avec des noms, etc. On va lâcher des blases la semaine prochaine, vous êtes pas prêts. Ouais, exactement. On espère que cet épisode vous a plu. Si c'est pas fait, mettez 5 étoiles sur la plateforme, ça nous aide et ça nous soutient. N'hésitez pas à nous rejoindre sur La Flouserie, YouTube et Instagram. On vous partage notre quotidien d'investisseur et on se dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À bientôt. Ciao.